La morsure du soir est un livre qui a été édité par les éditions Source, à Rennes, en 1962. Est-ce que ce premier livre est le premier aboutissement de tes débuts en écriture poétique? Oui. Les premiers poèmes sont apparus au collège, à Nantes. C'est là que j'ai écrit mes premiers poèmes. Et je tenais un cahier, comme beaucoup. Mais la première fois que je me suis décidé à rassembler et que j'ai proposé des poèmes, c'est avec La morsure du soir. J'étais à l'époque en fac à Rennes. Et j'avais fait la connaissance à Rennes de toute l'équipe de Source, Gilles Fournel, Vaillant, Velmans. Et c'est une ambiance de poésie, on connaissait aussi des musiciens, des peintres. Et voilà, c'est là que j'ai eu envie de rassembler ces textes et de les proposer aux éditions Source. J'ai beaucoup imité, parce que quand on a 14-15 ans, on imite beaucoup. Hein. J'ai beaucoup imité Verlaine, Baudelaire, enfin imité, hein, et de loin. Et puis, à la fac, j'ai découvert les surréalistes aussi. Et je pense que La morsure du soir, c'est à la fois, dans la foulée, cette espèce de symbolisme, de romantisme, un peu de tout, quoi. C'est le brassage des années fac, quoi. Hein, avec un début, peut-être, je le crois, de façon personnelle d'écrire les choses, mais c'est encore une ébauche, hein, seulement, quoi. Et c'est Gilles Fournel qui t'a mis en contact avec Lavore de Trace. Oui, et sachant que je revenais en Loire-Atlantique, il a dit tu verras là-bas, il y a une équipe autour de Michel-François Lavore qui est en train de se constituer autour d'une petite revue. Et c'est en 1963 là, que je suis allé au Palais et que j'ai découvert cette équipe avec Laroche, Lelubre, Serrault et Lavore. Et on a formé cette espèce de quintette là, de poésie, et on est restés ensemble. On vient d'enterrer notre ami Michel Lavore là récemment, donc ça fait plus de 50 ans qu'on est ensemble dans la poésie et dans l'amitié. Et Lavore a édité d'autres recueils. La parole sous le bras, Le soleil est dans l'œil. Oui. Il semblerait... Le violon sur les vagues. Le violon sur les vagues aussi. Des nouvelles et des récits. De ces années d'une écriture qui commençait à trouver sa propre singularité, est-ce qu'on pourrait dire de toi que tu es un marcheur en poème et que le poème s'invite à marcher dans toi? Bah, si tu veux, je sais que ça te fait plaisir. C'est ta formule. Oui, bah, j'ai beaucoup marché et je continue d'ailleurs. C'est très marrant parce que je promène tous les jours mon chien depuis 10 ans et je suis en train d'écrire une chronique qui s'appelle En promenant mon chien. Donc c'est vrai que c'est en promenant mon chien, en marchant, que les choses se développent dans la tête, dans le cœur, etc. Et dans le pas aussi. C'est vrai, mais j'ai quand même pas mal marché à travers le monde et sur toutes sortes de terrains. Et c'est vrai que ça a enrichi, ça a nourri le rythme et la matière de ma poésie, sûrement. Si tu veux, les raisons professionnelles m'ont permis de partir. Parce qu'on en a eu envie, hein, ma femme et moi, on a eu envie d'aller voir ailleurs, quoi. C'est ça. Envie d'aller voir ailleurs et d'aller voir autrement. Ça a commencé comme ça. Et puis, ce qu'on a vu ailleurs était tellement exceptionnel qu'on a voulu continuer de voir d'ailleurs en ailleurs, quoi. Ça a duré très longtemps, même après la retraite, puisque j'ai fait plusieurs missions pendant plus de 10 ans, d'ailleurs en ailleurs, toujours, parce que ça nourrissait ma curiosité, mon envie de voir la différence. L'Afghanistan, premier pays. Il oui. est retourné d'ailleurs plusieurs fois. Et puis, il y a eu au moins 3 recueils qui me remontent à ma mémoire, le dromadaire à pétrole. Il y a eu aussi Afghanistan, le pays d'ailleurs. Et puis aussi ce beau livre, Ouvrez la cage aux perdrix. Et pour toi, finalement, la poésie est une arme de combat pour défendre toute atteinte à la justice des hommes. Ben, je ne sais pas si elle est une arme de combat. Elle est toujours une arme d'enregistrement et de témoignage.
En fait, c'est ça, grâce à... Si tu veux, l'écriture, moi, me sert à délivrer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. J'y suis allé pour la première fois en 1968, et j'y suis allé en mission avec une ONG, une fois en retraite, en 2003, dès que ça a été possible, les talibans ayant quitté en 2001. La grande différence, c'est que pour un même pays et pour des gens semblables, il y avait une forme d'attitude, si tu veux, qui était apparue déjà à l'époque. C'était la forme de la prise de conscience de la différence et du rejet des autres par les habitants. Quand j'étais en 1968, il y avait ce monde des Afghans et ce monde des Européens qui se côtoyaient, qui étaient totalement différents, mais apparemment, qui ne se détestaient pas, qui ne se haïssaient pas, qui vivaient l'un à côté de l'autre. Et j'ai découvert ensuite qu'une certaine partie de ces mondes, si tu veux, avait découvert la différence, et avec la différence aussi l'incompréhension, voire la haine. Et ça c'est terrible. Ça a amené à la situation qu'on sait maintenant, quoi. Mais il y a aussi la beauté, la richesse de l'Afghanistan. C'est un pays de pierre, de roc. Les gens sont comme le pays, et en même temps incroyablement bercé de poésie. Un chauffeur de taxi est capable de te réciter des poèmes de Hafez. C'est un pays grandiose, de beauté, de dureté, méconnu, et qui restera encore un certain temps parce que c'est pas facile à découvrir en ce moment. Et c'est ça, quoi. Les gens à la fois d'une grande force, une grande générosité, qui peuvent être aussi d'une grande sauvagerie, comme le pays lui-même, quoi. Est-ce que, d'après toi, dans tes contacts avec ceux que tu enseignais, notamment des femmes, oui, il y a les germes d'une ouverture possible pour plus tard? J'ai toujours dit, quand j'en parlais en France, sous une burqa, rappelez-vous toujours qu'il y a une femme, et que cette femme, elle ressemble à votre mère, à votre sœur, et qu'elle vous ressemble. C'est les mêmes femmes avec les mêmes problèmes, les mêmes envies, les mêmes espoirs. Bon, elles vivent dans un contexte différent, extrêmement difficile. Ces jeunes femmes qui venaient jusque dans la cité scolaire en burqa, elles la quittaient, elles rentraient dans cet espace de liberté qui était l'enceinte scolaire. Et je les voyais, moi, avec leur joie, leur tristesse, leur rire, leur étonnement, leur envie d'apprendre, etc. D'ailleurs, c'est ça qui a été mon plaisir de travailler avec elles, parce que c'était des jeunes femmes vivantes, qui avaient envie de vivre, etc., et qui ressemblaient à n'importe qui de chez nous. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas des statues pétrifiées sous un voile bleu intégral, c'est pas ça du tout. C'est des femmes qui sont en dessous, avec quelquefois du rouge aux ongles et de la coquetterie sous la burqa, pas l'oublier. J'en viens à ton écriture, justement, et au tremblement. Tu écris d'une façon simultanée, en décrivant plusieurs points de la réalité ou de l'invention de la réalité en même temps. À ce titre, je crois que tu dois te reconnaître dans un poète comme Blaise Cendrars, d'une certaine manière. Oui, c'est ce que tu m'as dit un jour, ouais. Oui, je reconnais, oui, j'aime bien sa façon d'aller, sa façon de faire, etc. Oui. Ce que je souhaite, si tu veux, c'est de me reconnaître moi-même, quoi. C'est-à-dire que je suis satisfait lorsque je sens dans un texte, si tu veux, la vie, le tremblement, ce que j'ai ressenti moi-même, mon émotion, etc. Alors que les mots servent de passage après, pour les autres, ça, c'est un autre problème. C'est pas totalement absent de l'écriture, de se dire comment ce mot-là qui tremble dans moi, si tu veux, comment est-ce que c'est bien celui qui va trembler chez les autres. Donc il y a quelquefois, si tu veux, une recherche du mot pour l'autre.
Mais c'est vrai qu'avant tout, ce que j'essaie, c'est de faire coïncider le tremblement avec mes propres mots, quoi. Et en fait, ta vision de la réalité, d'une certaine manière, Oui. ressenti de la réalité. Tout ce qui est sorti sur l'Afghanistan, quand j'ai écrit ce poème, c'est toute une chronique au quotidien, hein, de petits faits que je retranscris ici, hein. Donc il y a de tout, hein. Les mendiants à un carrefour, c'est un poème, etc. Jusqu'à ce poème qui est l'Afghanistan pays d'ailleurs, où j'essaie de rassembler tout ce qu'est l'Afghanistan pour moi, quoi. Ne pourrais-tu pas considérer que ton art d'écrire est un art du reportage, d'une certaine manière? Oui, puisque je rapporte ce que je vois, ce que je sens. Alors, comment se fait le tri? Il se fait au ressenti, si tu veux. C'est parce que je réagis à des situations. Je ne me promène jamais d'une façon neutre. Je me promène toujours en éveil. Et alors j'ai vraiment tous les radars, tous les clignotants sont allumés, hein. Surtout dans des pays, si tu veux, ou dans des situations où il y avait de quoi les laisser allumer, hein. Et c'est ces réactions que je traduis, que j'interprète, que je ressors avec des mots, avec la poésie. Il n'y a pas de rime, il y a du rythme. Mais c'est pas un rythme scandé, si tu veux, hein. C'est un rythme intérieur, quoi. Le rythme, il vient de l'événement lui-même, de ma réaction. C'est ça qui dicte le rythme de la phrase. C'est pas un rythme volontaire, un rythme fabriqué. C'est un rythme naturel. Il y a des moments de plénitude, de tranquillité, puis il y a des moments de tremblement de terre. Aussi, de soubresauts, de fracas, de révolte, et de pleurs aussi, de larmes. J'ai eu à combattre. Si tu veux. Le combat s'est fait entre mon ressenti militant, de révolté, que je traduisais par du militantisme politique, par exemple, et puis la révolte exprimée par la poésie. Le combat, c'est de faire en sorte que le poème ne soit pas un tract. C'est ça. Bon, parce que l'envie d'écrire, le ressenti de la révolte, doit se traduire, si tu veux, si on le fait, et ça, je ne suis pas le seul à avoir connu ce combat, hein, des gens comme Neruda, par exemple, il a dit cette difficulté-là. L'envie d'écrire sa révolte ne doit pas se confondre avec l'envie de l'écrire pour un journal, pour un tract, pour appeler à un combat, etc. La poésie reste la poésie. La poésie a une autre dimension. Si on fait le mélange des genres, c'est mauvais, hein. Beaucoup se sont brisés les verres hein, à confondre poésie et tract politique, quoi. Hein. On le sent bien d'ailleurs. Non seulement ils se sont brisés, mais ils l'ont ressenti. Ils savaient très bien qu'à un moment donné, ils avaient franchi la limite, justement, entre le tract, le slogan, et l'image poétique. Et ça, il y a vraiment... on ne peut pas mélanger les genres. On ne peut pas. Alors, j'ai sûrement succombé de temps en temps, hein, à cette dérive mauvaise, parce qu'elle ne fait pas de la bonne poésie. Et petit à petit, si tu veux, je crois que les événements ont fait que la sensibilité l'a emporté sur la raison. Hein, c'est-à-dire qu'avec la sensibilité, on ressent la justice, on ressent la révolte, etc. Et les mots sont là pour le dire, sans qu'on ait raisonné sur l'affaire. Hein, sans qu'on dise, j'ai ressenti cette révolte, raisonnablement, je vais le dire comme ça. Non, ça passe à travers la sensibilité et à travers les mots. Après. Là, ça va. Alors, du point de vue de l'art d'écrire, je me souviens que la moto rouge de Moulin
Nasreddin. Oui, on avait mis, puisque j'ai édité ce livre, on avait mis poésie instantanée. Oui, la poésie instantanée, c'est ça, c'est ma façon à moi, si tu veux, d'utiliser le langage, comme d'autres utilisent l'appareil photo, ou la peinture, ou le dessin, etc. C'est un outil pour dire les choses de la vie telle qu'elle se déroule, en temps réel, voilà, c'est ça. Je ne gomme pas. Alors, je peux quelquefois décrire un caniveau avec des déchets, avec des couleurs. J'ai vu quand on égorgeait des moutons, les bouchers, ils ont des étals qui donnent sur le caniveau. Ils égorgent leurs moutons, le sang coule, etc. Il y a des mélanges avec de l'herbe, il y a du glauque, il y a du vert, il y a du rouge. Il peut y avoir des beautés fantastiques dans un caniveau. Ben, je triche pas, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça qu'à un moment je peux m'émerveiller devant un caniveau. C'est comme ça. Pas gommer ça. Hein. Afghanistan, Maroc, Algérie, et puis Nigeria. Alors là, tu côtoies les Africains, l'Afrique, une Afrique anglophone d'ailleurs là. Oui. Et je me souviens, donc on a parlé de ça dans L'Homme épluché par exemple. Là, donc, tu t'es confronté avec, je veux dire en termes de poésie, hein, avec l'animisme africain. J'ai été subjugué par le rôle des sorciers dans les villages, j'ai eu l'occasion d'assister à des cérémonies comme ça dans des villages, si tu veux, au cours desquelles les sorciers essayaient de se faire le passage entre la population et les dieux et le considérant comme un intercesseur, etc., avec des tam-tams qui servaient aussi à communiquer. C'est fantastique. Et comme j'ai vu aussi dans le delta du Niger, les gens tellement marqués, si tu veux, par les eaux, par les personnages des eaux, les dieux, les déesses des eaux, etc., les mamiwata, etc., tellement marqué aussi par la présence de ces dieux qui pénétraient jusqu'en eux, qui prenaient possession. J'ai vécu aussi chez des sorcières, entrer en possession, faire de la divination, etc. Enfin, et puis les gens, je travaillais au ministère de l'Éducation, à Port-Harcourt, au Nigeria, et j'avais un très bon ami qui a fait ses études au Canada, etc., qui était diplômé, qui était un type remarquable dans son travail au ministère de l'Éducation, et qui habitait dans un village à 30 km de Port-Harcourt. Je suis allé dans son village. Il avait revêtu ses habits traditionnels. Il était chef de village, et là, il y avait des cérémonies où on invoquait les différents dieux, la nature, etc. Il me disait, tu vois, là, tu dois t'arrêter à l'entrée du village, là, tu peux pas savoir, mais c'est notre monde, nos deux mondes, si tu veux. Il y avait le monde de la technologie, et il y avait le monde de la sorcellerie, des esprits, des contacts avec la nature, de la communion, impressionnant. La communion avec la nature. Et ce genre-là, en même temps, aussi le dimanche, allait à l'église, prier Dieu avec les évangélistes, etc. C'est assez étonnant, ce mélange des gens, ce syncrétisme. Là. Étonnant. Très fort. Et pourquoi très fort. cet homme épluché? Pourquoi ce titre? C'est une légende que m'ont raconté des Nigérians, qui est très intéressante. Alors pour eux, au début, la terre était habitée par des hommes noirs, et qui étaient très heureux, qui vivaient dans la paix, la prospérité, le bonheur, la plénitude, etc. Ils n'avaient qu'un seul interdit, leur avait dit leur chef, leur roi, pardon, ne pas aller au-delà de la montagne, à l'horizon là-bas. Pas aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est le fruit défendu, hein. Et évidemment, comme tous les hommes, il y a la transgression. Alors il y a un noir qui a voulu aller voir quand même ce qui se passait de l'autre côté. Et quand il a gravi la montagne, un vent de sable terrible s'est levé et lui a complètement rasé la peau, etc. Lui a épluché la peau. Et il est arrivé de l'autre côté, et ce qu'il a vu, sans doute le royaume des hommes blancs,
a fait qu'il était devenu lui-même blanc. Et bien sûr, cela lui interdisait de revenir chez les siens, etc. Alors l'homme épluché, c'est ça, c'est l'homme qui a transgressé. Ah, c'est le fruit défendu. C'est curieux, on trouve ça un peu partout, ce thème, absolument. Voilà, tu étais au Kosovo, et il y a une nouvelle qui est terrible, il y a les ruines, et tu as une capacité à évoquer, à travers la prose, là, par des descriptions, et tu y mets des personnages, l'homme des solitudes, l'homme abandonné. Et la poésie, quelque part, est toujours une source d'espérance, même quand tu racontes la tragédie. Je vais t'avouer quelque chose. Je n'écris jamais en prose. C'est-à-dire, même si tu trouves dans une nouvelle, comme ici, ça a été écrit exactement comme j'ai écrit les autres bouquins. J'écris de vers en vers, si tu veux, et pour les besoins, après, de la compréhension, si tu veux, quand il y a une histoire, une trame, je retransforme ça et des dialogues en même temps. En prose. Oui, c'est ça. Si tu veux, je retransforme en prose pour les besoins de l'histoire, pour faire une nouvelle, pour raconter une histoire. Mais tout a été écrit en vers. Le vers, si tu veux, c'est ma façon de... Et ça, j'ai appris ça avec Georges Perros. C'est lui qui m'a... Il ne m'a pas enseigné, si tu veux, que c'est quand j'ai lu ses livres que j'ai découvert cette façon, cette espèce de logorée. Et c'est vrai que vous êtes frères en lyrisme, notamment dans ses papiers. Oui, mais il m'a tellement impressionné, tellement marqué. C'est une des grandes rencontres de ma vie, Georges Perros. Et j'ai appris beaucoup de choses avec lui, j'ai retenu beaucoup de choses. Il m'a donné beaucoup de conseils, justement, pour gommer un peu les défauts qui étaient venus, qui viennent de l'école, qui viennent de l'université, qui viennent de les lectures qu'on essaie d'imiter, etc. Il faut gommer tout ça pour essayer de se retrouver soi-même. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à jeter. Tu as bien sûr des échanges de correspondance, et tu l'as rencontré aussi. Oui, souvent, oui. Souvent, et il y a un petit bouquin qui est paru aux éditions des livres et des sources et des livres, tout ça, à Sérac, là, chez les gens d'Asserac, où il y a toute ma correspondance avec Perros, quoi. Évoquons quelques amis qui te sont chers, quelques portraits de vrais poètes. En premier, Norbert Le Libre, l'homme des histoires sans limite. Oui. C'était pour toi à la fois une sorte de grand frère et un compagnon de route. Oui, un grand frère, non. C'est un type que j'aimais beaucoup, quoi. Mais il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, finalement. Je crois que ça nourrit, ça aussi, de bien aimer les gens, quoi. C'est un type que j'aimais beaucoup. On avait des opinions très différentes, c'était sympa parce que son boulot le conduisait à circuler et il s'arrêtait chez moi. Et c'était un moment de bonheur. On prenait un coup de muscadet ensemble et on discutait de tout. On n'était pas souvent d'accord, que ça soit sur la politique, sur la littérature, sur la musique. Mais alors, tout y passait, quoi. Et c'était bien. Moi, j'aime bien les gens avec qui on peut discuter sans chercher la querelle ou le combat. On discute avec ses arguments, quoi, avec ses convictions, si tu veux, tout en sentant que l'autre écoute, prend en considération, mais sans chercher forcément à convaincre et surtout pas à circonvenir, quoi. Et c'est ça que j'aimais bien chez Norbert, cette espèce d'humanité, voilà, une humanité dans la rencontre. Voilà. Alors j'ai retrouvé ça chez plein d'autres gens. Et finalement, moi je suis très fidèle en amitié. Quand je regarde mes amis, je les ai eus quand ça a bien pris. Je les ai toujours. Et justement, c'était avec l'équipe, là, Serrault, c'est pareil. Claude Serrault, c'est un copain de plus de 50 ans. Et on a un plaisir à se voir. On a tellement discuté ensemble, on a tellement échangé, on s'est tellement enrichis. C'est comme avec Lavore, les uns les autres, c'est comme avec toi, Luc. Ça fait quand même un paquet de temps qu'on se connaît. Et, on échange tout le temps. Et voilà, moi j'aime bien conserver, ça conserve.
Hein. Ça conserve d'avoir des gens qui nous ont aidés à vivre, voilà, qui nous ont aidés à grandir, qui nous ont aidés à bien respirer. Ça j'aime bien. J'ai une fidélité pour ça. Ça conserve, sans pour autant de mettre l'autre en boîte. Ah, faut, si, de temps en temps, si. Puis on peut se mettre en boîte soi-même, hein, il faut de l'autodérision, alors là, faut pas... Ah, oui. Évoquons notre ami Alain Gombaud. Ce livre écrit sur la buée, tu marches autant dans un jardin, de la même façon, attentif à l'espace du jardin, comme tu le ferais aussi pour le Kosovo, quoi. Ah, oui, je marche avec la vie, quoi. Je fais pas, je ne saucissonne pas, je découpe pas ma vie en morceaux, avec des moments poétiques, des moments qui ne le sont pas, des moments... Non, je suis toujours en éveil, et voilà, toujours en éveil, c'est ça. Mais quel que soit l'endroit, quelle que soit l'activité, etc. Voilà. Et bon, c'est comme ça, hein, je peux pas rester tranquille, quoi. J'ai pas de repos. J'ai pas de repos parce qu'il se passe toujours quelque chose. Même j'ai les rêves, quoi. J'ai toujours, depuis tout le temps, j'ai toujours travaillé sur les rêves. À savoir que les rêves la nuit, hein, j'ai toujours fait un effort pour, quand je me réveille, si tu veux, reconstituer immédiatement, avant qu'il s'échappe, avant qu'il s'efface, le rêve que je viens de faire. Alors, des fois, je me fais avoir, ça s'échappe, etc. Mais même ça, j'ai toujours essayé de garder, de choper le rêve là, en me réveillant. J'aime bien faire ça. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Et après, je m'étonne quand j'ai réussi à vraiment en fixer un, je me dis, mais qui sont ces gens-là? Qui sont ces personnages? Pourquoi est-ce que je rêve ça? Puis il y a des rêves récurrents, hein. Ça doit signifier quelque chose. C'est pas, je cherche à faire de la psychanalyse, là. Non. J'aime bien ça parce que c'est curieux, parce que dans le rêve, il y a aussi une façon d'être des personnages et du rythme et de la vie, etc., différente de celle qu'on connaît dans la réalité. Et la perception de ça, c'est assez étonnant.